rupture des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France. Et ensuite, on va embrayer sur la décision, ou du moins la lettre de créance présentée donc par le capitaine Ibrahim Traoré par la lettre de créance présentée par l'ambassadeur de l'État d'Israël à Ouagadougou. Donc, dites-nous en commentaire si le rythme est bon, dites-nous déjà en commentaire si vous avez compris, si vous arrivez à suivre jusqu'ici, et après on va poursuivre. Donc voilà, on va lire certains commentaires et que penses-tu des agents? Non, je réponds pas aux questions aujourd'hui, à aucune question. Déjà que vous ne partagez pas le live assez, donc je ne vais obéir à à aucun de vos caprices aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas ils disent que le rythme est bon, on va pouvoir poursuivre. Donc voilà. Attendez. Bueno, bien. On a la jeunesse, merci. Ok, ça c'est très bien. Donc, nous avons donc appris dans la foulée de tout ce que j'explique ici que le Burkina Faso avait rompu ses relations diplomatiques avec la France. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le Burkina Faso a rompu ses relations diplomatiques avec la France? Ibrahim Traoré, pour poser le contexte, a donné 6 jours à Emmanuel Macron de dire à ses gens, à son corps diplomatique, de faire leurs valises et de quitter le territoire. Et en riposte, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, a dit que bon, la France déplore, la France condamne, et la France est en train de réfléchir sur les possibles mesures de réciprocité y afférentes. Ouais, c'est très bien, je peux comprendre évidemment que la France ne va pas se réjouir parce qu'elle ne s'y attendait pas. Il y a de grands intérêts au Burkina Faso, la France qui a déjà perdu ses bases militaires là-bas, les 400 militaires qui étaient stationnés au Burkina Faso sont partis. En 2023 déjà, l'ambassadeur français au Burkina Faso, Luc Alad, pardon, a été expulsé, a été chassé. Et bon, à plusieurs moments, il y a eu voilà, un bras de fer incessant entre Ibrahim Traoré et Emmanuel Macron. Il y a eu la volonté d'Emmanuel Macron d'intervenir au Niger et de déstabiliser l'AES par ricochet. Ibrahim Traoré et Abdourahmane Chani et Assimi Goïta s'y sont opposés à travers la fameuse disposition numéro 6 de la charte de l'AES qui consacre la protection mutuelle et qui aurait donc entraîné la sous-région dans une guerre civile irréversible. Et ça n'a pas évidemment amélioré les relations avec justement la France. Il y a eu les réformes, le code minier, la loi sur la non-double imposition, voilà la récupération progressive des mines d'or du pays et la participation accrue des pouvoirs publics justement au capital, la diversification des partenariats, qui fait que la France a énormément perdu pied au Burkina Faso, comme elle a perdu pied de manière générale dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. Et donc forcément, on était déjà dans une logique de, voilà, c'était vraiment le je t'aime moi non plus entre les deux pays et évidemment le soutien plus ou moins sournois de la France envers les mouvements djihadistes qu'il y a dans la sous-région n'a pas amélioré la situation. Lorsque les Ukrainiens ont admis leur participation à l'attaque de Tinzawaten et que les dirigeants de l'AE savent très bien que les Ukrainiens sont soutenus par la France dans leur guerre contre la Russie, et que la France et que l'Ukraine maintenant vient mener cette guerre contre la Russie sur son territoire, effectivement, le parallèle il est vite fait. On a finalement compris que de manière indirecte, évidemment, les Ukrainiens mènent la pseudo-guerre contre la Russie sur le territoire africain, qui est en fait une guerre contre les régimes de l'AES, puisque il s'est lié à des gens qui veulent déstabiliser les régimes de l'AES. Et non pas seulement au Mali, on a ça au Niger, il y a eu l'attaque de la base 100 au Niger il y a quelques jours, avec notamment la contribution du JNIM, le même JNIM qu'on a retrouvé au Mali, qui tentait de renverser Assimi Goïta et qui a carrément assassiné Monsieur Sadio Kamara, le général d'armée Sadio Kamara, et qui a été, comment dire, surpris en train de travailler main dans la main avec le FLA,
carrément, le Front de libération de l'Azawad, qui se voulait un mouvement de revendication politique, mais qui, bah, bizarrement, s'est retrouvé en train de, voilà, de coopérer, c'est très amusant, avec des organisations reconnues comme terroristes, des filiales d'Al-Qaïda sur le territoire. Il s'est donc lui-même rendu coupable de complicité de terrorisme. N'en déplaise à tous les imbéciles qui viennent nous dire que non, en fait, c'était juste... Non, 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 tu ne peux pas aller mener une attaque conjointe avec Al-Qaïda et tu continues de dire que non, toi tu es différent et que tu es juste un organisme politique. Ce n'est pas possible, ce n'est même pas possible. Si vous pensez que c'est le cas, essayez. Vous voyez le Hezbollah là, qui est une sorte de milice en Iran, enfin, pro-Iran, en Syrie, au Liban, bref. Imaginez, le Hezbollah va mener une attaque contre, je sais pas, la Maison Blanche. Et que vous êtes le MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Vous allez, à côté du Hezbollah, mener aussi la même attaque sur la même Maison Blanche. Mais après, vous dites que non, 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 nous, on n'est pas du Hezbollah. Enfin, nous, on n'est pas... Bref, le Hezbollah est une organisation terroriste, mais nous, non. Nous, on est un parti politique, mais voilà, c'est-à-dire... là-dessus, personne, ils ne vont pas accepter ça. Ils vont dire, nous, les États-Unis d'Amérique, nous considérons, dans nos textes, nous considérons le Hezbollah comme une organisation terroriste. Vous ne pouvez donc pas mener une attaque militaire contre nos installations, nos institutions, de manière conjointe avec une organisation terroriste et ne pas accepter qu'on vous accuse de complicité et de terrorisme. C'est pas possible. Les États-Unis ne vont pas accepter ça, mais pourtant, ils ont essayé de nous vendre la chose dans l'autre sens. La France, notamment, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, on a vu comment l'un des porte-parole du Front de libération de l'Azawad, Monsieur Mohamed Al-Maouloud Ramadan, était reçu sur le plateau de TV5, comme je dis toujours, tiré à quatre épingles, bien habillé en costard, en train carrément d'expliquer que, bah, tu sais, enfin, nos objectifs sont... On lui posait des questions avec, mais tout le respect du monde, c'était incroyable. Donc, à un moment donné, il ne se cache même plus. C'était embarrassant de voir ça, mais tu te dis, mais avant, c'était un peu plus subtil, non? Là, ça devient, là, la flagrance est un peu exagérée. Et, enfin, il est allé, il a fait un peu le tour des télévisions, aller rechercher du soutien, du lobbying. On lui a carrément offert une plateforme. Quand vous donnez le micro à un terroriste, mais vous lui donnez la possibilité de répandre son idéologie, c'est incroyable. Tout est bon pour renverser les dirigeants de l'AS, c'est incroyable. Ils ne reculent devant rien, y compris même la mise à disposition de leurs médias. Tu m'étonnes que les médias de France Média Monde soient interdits au Burkina Faso. Tu m'étonnes que, je sais pas, France 24, LCI, RFI, TV5 et autres ne diffusent pas là-bas. C'est tout simplement inacceptable. Ce sont les mêmes d'ailleurs qui ont suspendu Sputnik et Russia Today. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Si eux-mêmes ne veulent pas de médias qui ont un narratif différent du leur, pourquoi nous, en Afrique, on doit accepter leurs médias? Si Ibrahim Traoré décide que ces médias-là ne doivent plus émettre ici, c'est la décision souveraine de l'État du Burkina Faso. Et il faut accepter ça, même si tu aimais regarder LCI, même si tu aimais regarder France 24, bah, une décision souveraine est prise par ton pays pour sauvegarder certains esprits de la manipulation et de la propagande. Et donc, voilà, c'est à prendre comme tel. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, tous ces éléments font que bah, la France n'avait plus, enfin, avait de plus en plus une image dégradée. Si on y ajoute le fait que depuis le lancement de l'opération Serval en 2013, qui au fil du temps n'a pas porté ses fruits, vous savez les mêmes hein, qui vous expliquent que oui, vous savez, depuis que vous avez commencé l'alliance avec la Russie, il n'y a pas trop de résultats. Hein. Limite, ils le disent en se réjouissant, au point où tu as envie de leur poser la question, mais admettons que la coopération avec la Russie n'a rien donné, mais pourquoi est-ce qu'il était encore nécessaire de coopérer avec la Russie alors que vous avez fait 10 ans sur notre territoire? Si vous aviez eu de bons résultats, vous seriez parti il y a longtemps et on n'aurait plus besoin de faire appel à la Russie puisque vous auriez pacifié la sous-région. C'est la région. Si on n'avait pas pacifié, si on a fait appel aux Russes et autres, c'est que vous n'avez pas pacifié la région, vous n'avez pas éliminé les groupes djihadistes. Le djihadisme n'a pas disparu, il est resté intact, il est même devenu pire qu'avant. Et c'est pour ça que on a fait appel à d'autres personnes parce qu'on était insatisfait de votre travail. On ne peut pas chasser quelqu'un qui travaille bien, ça n'a pas de sens. Mais imaginez les gens qui essaient de nous vendre Ibrahim Traoré comme un fou ou Assimi Goïta comme des fous. Ce sont des jeunes gens, eux, ils sont parfaitement lucides. Ils n'ont aucun d'eux n'a 45 ans.
Donc, quand Ibrahim Traoré fait appel à la Russie, quand Assimi Goïta fait appel à la Russie, c'est parce qu'en voyant le bilan de la France, ce n'est pas convaincant. Imaginez que la France a un bon bilan. Pourquoi Ibrahim Traoré se lève et dit, bah, la France a un bon bilan, je la chasse quand même. Pourquoi il n'est pas sadomasochiste? On chasse ceux qui n'ont pas un bon bilan. Comme un entraîneur qui n'a pas de bons résultats. On a bien limogé l'entraîneur, c'est la Mouchi, non, l'entraîneur de la Tunisie. Je crois que c'était Sabré Lamouchi ou je ne sais qui. On l'a limogé, pourquoi? Parce que la Tunisie s'est pris une gifle 5-1 au premier match, elle s'est pris une gifle 5-2 au second match, elle s'est pris une gifle 3-1 au troisième match, elle a pris 3 buts à chaque... Bah, qu'est-ce que vous voulez après? Donc, pourquoi est-ce qu'on a limogé Julian Nagelsmann comment dire, en Allemagne? Bah parce que ils ont réussi à se faire éliminer par le Paraguay. Le Paraguay, dont le meilleur joueur, Miguel Australie-Égypte, Almiron, est un joueur qui composition était au banc à disponible. Newcastle, un joueur que j'aime beaucoup, mais qui était au banc de touche à Newcastle et qui est allé se refaire une santé chez Lil Wayne là-bas, là, chez les rappeurs états-uniens. Mais c'est lui qui, voilà, a éliminé, enfin, c'est pas lui qui a marqué, mais je veux dire, c'est lui qui a tenu, qui a porté son équipe avec les Canals et qui a porté le petit Paraguay pour éliminer la Mannschaft, quadruple champion du monde. Imaginez. Pourquoi est-ce que Paptio serait limogé, l'entraîneur du Sénégal? Bah, parce qu'il a foutu une grosse merde pendant la Coupe du Monde. Quand les résultats ne sont pas bons, on te chasse. Vous imaginez, une somptueuse équipe comme le Sénégal a quand même réussi à avoir un bilan plus laid que celui du Cameroun en 2022. Le Cameroun qui n'était pas pourtant dans la meilleure forme, dans le meilleur encadrement, dans les meilleures dispositions. Mais même si on n'est pas passé au second tour, on a perdu un seul match. On a fait match nul contre les Tchèques et on a tapé le Brésil. Donc on était dans une poule pas facile. On a quand même eu 4 points. Le Sénégal était qualifié avec 3 points seulement, ayant perdu 2 matchs sur 3. Et il n'a pu être qualifié que parce qu'il a affronté l'Irak, qui était l'Irak. Imaginez l'Irak, pas le Brésil, l'Irak, qui était à 10 contre 11 depuis la 15e minute. Donc forcément, quand tu as un bilan comme ça où tu as perdu tous tes matchs et le seul match que tu as gagné c'est contre l'Irak, en plus à 10 contre 11, on va te limoger. Tout ça pour dire, quand les résultats ne sont pas bons, on te chasse, c'est logique. Si Ibrahim Traoré a chassé la France, c'est parce que le bilan n'était pas bon. C'est aussi simple que ça. Abdourahmane Chani chasse la France et la France est en colère. Mais est-ce que le Niger a eu une seule centrale nucléaire en un demi-siècle de coopération? C'est-à-dire depuis 50 ans que tu es chez moi pour l'uranium. Tu es venu dans les années 70, on est dans les années 2026, ça fait 56 ans. Rien, pas l'ombre d'une centrale nucléaire, c'est abusé quand même. Ça signifie que si on continue comme ça, un siècle peut passer, je n'aurai toujours pas de centrale nucléaire, car ton objectif n'a jamais été de me fournir une centrale nucléaire. Pourtant, en France, il y en a 56. Et pendant qu'il y a 56 réacteurs nucléaires en France, ils sont en train de construire de nouveaux réacteurs ou de réparer les précédents ou de fermer ceux qui ne sont plus utilisables pour construire de nouveaux plus performants. Mais là où ils extrayaient l'uranium, pas l'ombre d'une centrale nucléaire. Donc on les a chassés. Tu mets dans tous ces éléments-là, tu comprends pourquoi les relations entre le Burkina Faso et la France n'étaient pas au beau fixe depuis l'avènement depuis l'arrivée au pouvoir de monsieur Ibrahim Traoré. Pourquoi donc cette fois-ci Ibrahim Traoré décide de rompre les relations diplomatiques avec la France? C'est pour les mêmes raisons que il a chassé Luc Alad en 2023. C'est pour les mêmes raisons que Abdourahmane Chani a chassé Sylvain Ité en 2023. C'est pour les mêmes raisons également que Assimi Goïta a chassé Luc Meyer en 2023. C'est-à-dire les raisons, si tu veux comprendre pourquoi on a rompu les relations diplomatiques avec la France et pourquoi, par exemple, on a gardé celle avec Israël, la première chose que tu dois analyser, c'est les raisons pour lesquelles on a chassé les 3 ambassadeurs français dans ces 3 pays. Et quel est le dénominateur commun envers ces ambassadeurs? Leur bouche. Ils ne savent pas se taire. Ils parlent beaucoup. Ils passent le temps à mettre leur nez dans les affaires internes du Burkina Faso, du Mali, du Niger, alors qu'on leur a déjà dit 1000 fois de la boucler. Vous pensez que l'ambassadeur de France en Chine parle de droits de l'homme là-bas? Non. Il ne mentionne pas le Tibet. Il ne mentionne pas les Ouïghours. Il sera expulsé immédiatement. Vous pensez que l'ambassadeur français en Israël dénonce le génocide à Gaza, dénonce la colonisation des territoires de Cisjordanie? Jamais, il fait pas ça. Never. Donc il faut que les Français apprennent à respecter. En fait, c'est une question de respect tout simplement. Il faut que les Français apprennent à respecter notre continent.
il faut que les Européens apprennent à respecter l'Afrique. Il faut que les Africains se fassent justement respecter. Il faut que les Africains soutiennent, apprennent à soutenir ce type de décision. Parce que si ce qui est appliqué chez les autres n'est pas appliqué chez nous, on est dans un déséquilibre. Or, il faut de la réciprocité. Imaginez l'ambassadeur burkinabé en France. Est-ce qu'il peut se prononcer contre les LGBT? Non, parce que en France, les LGBT, c'est légal. Donc tu ne pars pas dans un pays, tu imposes ta vision du monde. De la même manière, l'Afrique leur dit, mais on respecte votre vision du monde à vous. Mais dans ce cas, fermez-la. Pourquoi à outrance, vous avez toujours quelque chose à dire sur notre vision du monde à nous. Voilà pourquoi les trois ambassadeurs avaient été expulsés. Et comme Emmanuel Macron est un imbécile qui ne comprend rien à rien, quand Sylvain Ité a été chassé, il s'est quand même débrouillé à humilier le pauvre ambassadeur en le gardant à l'ambassade pendant un mois. Le pauvre mangeait des rations militaires que les militaires consomment quand ils vont au front. Parce qu'il n'y a pas moyen d'avoir un bon petit cassoulet, de la crème brûlée, de la saucisse, de la tapenade, non, rien. Il mangeait les rations militaires dans les petites boîtes de conserve, tout un ambassadeur. Pourquoi? Parce que son président, incompétent jusqu'à la moelle des os, était incapable de prendre acte d'une décision politique souveraine de l'État du Niger et de le ramener à Paris. Donc il est resté là-bas parce que il manque du pragmatisme à l'Élysée. Ça, ce sont donc les raisons qui vont te permettre de comprendre pourquoi maintenant le Burkina Faso va rompre ses relations diplomatiques avec la France parce qu'il y a une ingérence systématique. Vous allez donc me dire, oui, mais Luc Alad a donc été chassé en 2023. Il n'y a plus d'ambassadeur au Burkina Faso depuis, de la même manière qu'il n'y a plus d'ambassadeur burkinabé en France depuis. Qu'est-ce qui s'est donc passé pour que, qui a donc parlé pour que, bah, cette fois-ci, Monsieur Ibrahim Traoré décide que c'est bon? Bah, la personne qui a parlé, c'est un ancien général d'armée, Monsieur Christophe Gomard. Il était le chef du renseignement militaire français entre 2013 et 2017. Qu'est-ce que notre bon vieux Christophe a fait? Ça s'est passé justement il y a quelques jours, là, 18 juin. Il est actuellement député affilié au Parti Les Républicains en France. Il est député donc au Parlement européen et ils ont porté une résolution au niveau du Parlement européen qui faisait de Ibrahim Traoré un dictateur qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui réprime les libertés et tout le tralala. Il a ajouté cerise sur les gâteaux. Ibrahim Traoré a échoué sur toute la ligne. Donc, mesdames et messieurs, on va faire une sorte d'opération à ciel ouvert. Je reviens tout à l'heure sur ce que je viens d'évoquer sur le fait que la réalité politique en France, le Burkina ne s'en mêle pas, mais que en retour, la France passe le temps à se mêler de la réalité politique au Burkina Faso. Comme je reviens dessus tout à l'heure, commençons d'abord par la fin. Il dit que la junte, voilà, ils aiment bien le mot la junte, ils aiment appuyer c'est là la junte pour montrer que non, c'est des barbares, on te met dans la tête que dès que quelqu'un est arrivé au pouvoir par voie militaire, forcément c'est un méchant. Non, Macky Sall n'est pas un militaire, mais sa volonté de rester au pouvoir a tué plus de Sénégalais que le coup d'état d'Ibrahim Traoré. Qui est mort lors du coup d'état d'Ibrahim Traoré? Vous pouvez nous donner le nom d'un mort, du sang qui a été versé? Ou Assimi Goïta ou Abdourahmane Chiani, je cherche. Qui est décédé lors de ces coups d'état-là? Qui est mort? Il y a eu combien de morts là-bas? Dites non. Lorsqu'Alassane Ouattara passe le temps à prolonger ses mandats, il y a des morts tout le temps. Bah, lui alors, son pouvoir repose sur une montagne de morts telle que, même en deux vies, Ibrahim Traoré ne pourra jamais y accumuler autant de morts. Depuis l'épisode, enfin depuis 2002, depuis le début des années 2000, depuis l'après Robert Gueye, depuis l'épisode des Forces Nouvelles, de tout le tralala, les Charmiers, l'Hôtel Golf, Sarkozy, Marcoussi, la détérioration de la suite et tout, 2020, Gon Koulibaly, de 2025, bref, PPACI, RDA, PDCI et consorts, Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, en fait, Alassane Ouattara, quand tu dresses un bilan, enfin, tu peux remplir le lac Kivu avec les gouttes de sang qui ont été générées par le régime Ouattara dans sa guerre avec Laurent Gbagbo, justement depuis une vingtaine d'années déjà. Mais on est très amis avec Alassane Ouattara. Quand on s'appelle Emmanuel Macron, on est très amis. On est très amis avec Mamadi Doumbouya, qui est aussi un putschiste pourtant. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand le ministre du Commerce extérieur français est allé à Conakry en avril de cette année. Il est allé adresser une lettre d'invitation à monsieur Mamadi Doumbouya.
Or, on sait que Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un qui kidnappe les gens. C'est quelqu'un qui a kidnappé, qui a capturé les enfants de Ili Kamano. C'est quelqu'un qui fait disparaître les gens. On ne sait pas ce qu'il a en fait. En tout cas, les gens disparaissent en Guinée-Conakry. Les gens disparaissent comme dans Dragon Ball Z, ils disparaissent. Mais Emmanuel Macron n'a pas trouvé qu'il y avait un problème à ce niveau et qu'il fallait couper et qu'il fallait dire la junte guinéenne. Au contraire, Emmanuel Macron lui a envoyé une invitation très chaleureuse à Paris. Donc dès que Doumbouya aura un peu de temps, il pourra se lever et aller à Paris. Comment c'est possible? Et Doumbouya, en fait, pourquoi c'est comme ça? Parce que vous voyez la Sobragi, la société brassicole de Guinée, par exemple, un peu comme les brasseries du Cameroun, la Sobragi en Guinée-Conakry est gérée par le groupe Castel. Vous tous vous connaissez la Castel, Castel bière, voilà, et tout l'arsenal, tout ce qui, les bières qu'on consomme là-bas en Guinée, y compris la 33 Export, bref, en tout cas la société brassicole, les brasseries de Guinée-Conakry, la bière qui est brassée au Sénégal et embouteillée en Guinée, cette société-là, ben, elle est gérée par un groupe français comme il s'appelle, pour la bauxite notamment, je crois que c'est Alteo, qui gère, entre autres, les gisements ou les sociétés de bauxite en Guinée-Conakry pour l'aluminium. Voilà, en fait, vous avez, la France a énormément de parts de marché dans les concessions minières et économiques en Guinée-Conakry. Et là, soudain, parce qu'on ne l'a pas chassé de Guinée-Conakry, ah, il n'y a pas de junte. Même si on kidnappe les enfants des artistes à Conakry, il n'y a pas de junte. Mamadi Doumbouya est même invité à Paris. Pardon. Mais au Burkina Faso, il y a une junte. Ça, c'est super génial. Monsieur Doumbouya a organisé des élections sans queue ni tête. Il y a quelques semaines, là, il est devenu président avec 400% des voix comme prévu. Voilà, et dans le même temps, ses opposants sont hors du pays. Alpha Condé est hors du pays. Cellou Dalein, enfin, je ne pense rien d'Alpha Condé. Cellou Dalein Diallo est hors du pays. Bref, les opposants sont hors du pays, sont en exil. Mais Mamadi Doumbouya est un bon président, il est invité à Paris. Dans le même temps, Ibrahim Traoré, lui, il est un mauvais président, c'est une junte. Vous voyez, il y a une approche malhonnête de la France, justement, dans son analyse de la situation dans l'AES. Et c'est l'une des choses que un régime, une administration comme celle d'Ibrahim Traoré, évidemment, ne va pas supporter. Au-delà donc de la terminologie junte et tous les gros mots pour impressionner les naïfs, il y a le fait que quand on dit que la junte est échouée sur toute la ligne, quand Monsieur Christophe Gomard et toute sa bande de rigolos votent leur résolution pour dire que le Burkina a échoué sur toute la ligne, c'est une junte, blablabla. Moi, j'ai quand même fait une étude, enfin, j'ai quand même fait une observation quand j'ai regardé un peu le bilan économique du Burkina Faso sur l'année qui vient de s'écouler. Vous prenez la deuxième moitié, prenons les 6 derniers mois. C'était la deuxième moitié de l'année 2025. Enfin, avant le dernier, lors de l'avant-dernier trimestre, entre juin et septembre, vous avez carrément les exportations du Burkina Faso étaient à 1153 milliards de francs CFA. 3 mois plus tard, à la fin de l'année, au mois de décembre, elles étaient à 2055 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a une progression de 41% des recettes d'exportation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Burkina gagne beaucoup plus d'argent qu'il n'en dépense. C'est ça qu'on appelle l'excédent commercial. À la fin de l'année 2025, le Burkina Faso s'est donc retrouvé avec un excédent commercial global d'1,5 milliard de dollars, c'est-à-dire 924 milliards de francs CFA. J'ai envie que vous m'expliquiez, mesdames et messieurs, quand on dit qu'un pays qui a un excédent commercial a échoué sur toute la ligne, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un excédent commercial, on dit que j'ai échoué sur toute la ligne. Donc, en fait, en France, quand on n'aime pas quelqu'un, c'est-à-dire on ne fait plus de l'analyse, on fait de la sorcellerie, on fait du partisanisme, on fait comment dire, de la prestidigitation, on fait du vaudou, on fait du cannibalisme analytique. Parce que la balance commerciale du Burkina est positive, et mesdames et messieurs, tenez-vous prêts, c'est malgré le contexte de la guerre. C'est un pays en guerre, mais qui réussit à vendre plus qu'il n'achète. Mais imaginez, vous connaissez, vous, combien de pays en guerre qui ont des excédents commerciaux alors qu'ils sont en guerre?
Le Sénégal, vous avez bien vu, quelle est la situation du Sénégal actuellement? Le Sénégal n'est pas en guerre. Le Sénégal a une meilleure infrastructure que le Burkina Faso. Le Sénégal a un pays pacifique, une ville ultra moderne, ils ont le TR, ils ont tout ça. Mais quel est le bilan économique du Sénégal? Quand Macky Sall est parti, là, il a laissé un trou de 7 000 milliards, de 7 milliards de dollars. Un trou énorme. Quand Macky Sall est parti, il a dit que la dette est à 74% du PIB, ce qui est déjà colossal, hein. Mais après, on a découvert que non, elle est à 99% du PIB. Et après, on a découvert que non, elle est à 118% du PIB. Et après, on a découvert que ben non, elle est à 132% du PIB. Le Sénégal n'est pas en guerre, je le répète, mais il a un bilan économique effrayant par rapport au Burkina qui est en guerre et qui n'est pas aussi endetté que le Sénégal par rapport à son PIB et qui a une balance commerciale excédentaire. Incroyable. Mais en France, on t'explique que le Burkina Faso, la junte a échoué sur toute la ligne. Vous vous étonnez donc que Ibrahim Traoré dise à la France que mais fermez vos gueules. Vous êtes agaçant, taisez-vous. Parce que, en fait, vous avez du mal à cacher ce que vous recherchez réellement. Ce que vous voulez, en fait, c'est simplement des dirigeants qui obéissent à vos volontés. Parce que Madi Doumbouya n'est pas un démocrate. Il n'a plus une balance commerciale excédentaire. Mais comme il fait ce que vous voulez, on ne dit rien, on le reçoit même à Paris. Nous, là, parce qu'on a une politique qui s'est détachée de la France, on devient des méchants, les parias, les personnes. Vous découvrez soudain qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de. C'est incroyable. Donc, ça, c'est le premier élément à apporter ici. Je suis d'accord, juste pour refermer la parenthèse, je suis d'accord que c'est bien l'endettement. Moi, j'ai rien contre l'endettement. Un pays doit s'endetter. Même si tu es à 100% du PIB d'endettement, si ton économie tourne, tu vas fonctionner, tu peux même ne jamais rembourser la dette en question. Si ton économie tourne et que ta balance est excédentaire, bah ça va, on te le pardonnera. Tu recevras toujours du crédit des investissements, etc. Vous pensez que les États-Unis sont endettés ou, enfin, ils sont endettés à plus de 100-150% de leur PIB. La France, pareil, enfin, toutes les grandes économies sont ultra, hyper, méga endettées, mais elles fonctionnent parce qu'il y a production, il y a, comment dire, génération d'activité. Donc le problème du Sénégal, c'est pas l'endettement en soi, c'est l'endettement sans la production qui va avec, c'est l'endettement pour l'endettement. Or, ils ne peuvent pas avoir l'excuse de la guerre. Ils n'ont pas la même excuse que on peut voir par exemple au Burkina Faso, à savoir la situation est absolument chaotique au niveau de la sécurité, enfin chaotique. La situation est totalement différente au niveau de la sécurité. Donc si je suis le président d'un pays et que malgré tout quand vous voyez que la sortie du franc CFA n'est pas encore effective, et ça arrange bien la France, hein, qui, voilà, aimerait bien que ces pays-là restent au moins que, aimerait bien garder ce levier-là, ce levier de contrôle-là, où il verrouille le taux de change, où on ne peut pas utiliser, voilà, le taux de change flottant pour concurrencer le marché international avec ce qu'on vend, par exemple, dont il s'aimerait que le Burkina et les autres restent dans le franc CFA assez longtemps. Or, s'il n'y avait pas cette guerre-là, on aurait pu, au-delà de l'or qu'on vend, qu'on est obligé de vendre dans la totalité, pour notamment acheter du matériel, de l'armement, et se battre contre les djihadistes ou encore lancer quand même une proto-industrie malgré le contexte, dans un autre registre, dans une autre vie, dans un Burkina pacifié, on aurait donc déjà les premières constitutions de stock d'or pour que petit à petit, le jour où on décide de sortir du franc CFA, il n'y a plus un imbécile qui vient nous expliquer que oui, mais vous savez, si le franc CFA, comment dire, si on sort du franc CFA, l'argent dans la brouette, on va adosser le franc CFA à l'or en question et on va dire à nos amis et aux partenaires internationaux que si vous ne croyez pas en le franc CFA, on vous paye avec l'or, on compense avec l'or, c'est-à-dire le franc CFA à la valeur de l'unité de l'or qu'on lui a donné. Donc ne pensez pas que voilà c'est une monnaie qu'on imprime juste comme ça. Il n'y aura pas de risque de d'hyperinflation. C'est à ça que servent entre autres choses les stocks d'or, à remplacer l'argent quand l'argent perd en crédibilité. Et quand vous avez des stocks d'or de manière conséquente, il n'y a personne qui a peur de prendre votre argent. Il sait que si c'est chaud, quand il va vouloir, enfin, quand il y aura un problème, vous allez compenser, voilà, avec l'or, et voilà. C'est pour ça que quelqu'un n'a pas de problème à travailler ou à investir ou à commercer avec vous, parce que, voilà, au moindre problème, c'est avec l'or que vous allez payer. Donc, voilà. Tu compares cela avec mon pays, le Cameroun.
Nous, nous sommes allés aux Émirats Arabes Unis, le même endroit où les Burkinabés envoient leur or pour être raffiné, ou en Suisse également. Le Burkina déclare de manière transparente ses stocks d'or dans les chiffres qui sont réels et utilise cet argent pour justement moderniser, financer sa guerre contre le djihadisme et essayer de moderniser son infrastructure économique. Je vous signale qu'il y a deux usines de transformation de tomates qui ont été mises sur pied par Ibrahim Traoré. Je vous signale que le Burkina Faso a entrepris d'augmenter les parts de l'État dans les entreprises, notamment aurifères, qui passent de 10 à 15%, parce que il réussit à engranger un peu d'argent. Je vous signale que le Burkina, justement, dans l'aménagement du nouveau code minier, a décidé de faire comme ça. Je vous signale donc voilà je vous signale que le pays a acquis dans la petite douzaine de mines qu'il y a dans le pays, ils ont déjà récupéré deux qui appartiennent à l'État et ça ira crescendo. Donc je ne peux pas voir un pays où il y a un développement. Il n'y a que des sorciers qui viennent et qui non vous soutenez les jeunes mais je m'en fous, appelez ça comme vous voulez. J'ai toujours dit que je me fiche pas mal de la manière dont quelqu'un accède au pouvoir. S'il travaille bien, je lui donne 1000 ans de règne. 1000 ans. Ceux qui ont développé Singapour n'avaient pas fait 5 ans au pouvoir, ils en ont fait 30. Lee Kuan Yew et son fils a fait 20 ans. De 2000 à 2024, de 2004 à 2021, ou 24 ans, je ne sais même plus. Lee Kuan Yew, 31 ans. Deng Xiaoping, bon, lui dirait depuis Mao Tse-tung, depuis carrément 49. Mao de 49 à 76. Poutine qui a redressé la Russie qui était totalement exsangue sous Boris Yeltsin, après les années Gorbatchev, des années comment dire, des années de, je sais pas, de fiotte, des années de tarlouse, des années de pédale, des années de mauviette, Monsieur Poutine il a décuplé le produit intérieur, il a décuplé le pouvoir d'achat des Russes, il a permis, il a décuplé l'économie et la puissance économique de la Russie, il a recentré la Russie dans le concert des nations, l'armée, la production militaire, la production de l'énergie dans le nucléaire civil, bref. Mais Poutine, il est au pouvoir depuis les années 2000, depuis l'an 2000, depuis la fin 99. Il y a eu le petit intermède de 4 ans sous Dmitri Medvedev, mais sinon Poutine est là de manière discontinue depuis une vingtaine d'années, depuis, voilà, de manière, avec l'interruption de 4 ans. Ça fait 22 ans qu'il est au pouvoir. Voilà Xi Jinping qui est au pouvoir, il s'est proclamé président à vie. Il ne va pas partir. Qui vous a dit que ceux qui développent des pays, c'est ceux qui font 2 ans, 1 an au pouvoir? C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas obligatoirement comme ça que ça fonctionne. Pas du tout. Même l'homme qui a restructuré l'économie des États-Unis après la crise de 1929, Franklin Delano Roosevelt, a fait 4 mandats. Donc je n'ai pas de problème avec la durée au pouvoir ou l'accession au pouvoir. Même l'homme qui a construit la France, c'est-à-dire, comme il s'appelle, Charles de Gaulle. Bah, c'était pas quelqu'un qui est venu, qui a fait une élection après 4 ans. Non, de Gaulle est resté de 1940, enfin son retour au pouvoir. Enfin, oui, on enlève les interruptions qu'il y a eu ça et là, mais il était quand même là de 45 jusqu'à sa mort presque. Disons en 69, il y est parti, mais ça fait voilà une quinzaine d'années qu'il a passé au pouvoir. Après, il y a eu les soubresauts de la guerre, tout ce que vous voulez, mais bon. Mais en tout cas, il était là. Et 45, je suis gentil. En 1940, c'est déjà lui. La révolution, la prise de pouvoir de manière presque autocratique, au nez et à la barbe du maréchal Pétain. Donc c'est la manière dont on travaille qui détermine si on est un bon président ou non. Là, je viens de vous présenter des indicateurs pertinents de la réalité économique du Burkina Faso et de vous faire des comparaisons avec le Cameroun, par exemple, qui, au lieu de produire son or et de déclarer les chiffres et de nous expliquer ce qu'il fait de l'argent, le Cameroun a envoyé 15 tonnes d'or aux Émirats Arabes Unis et a déclaré 22 kilos. Ne riez pas. 15 tonnes d'or, donc 15 000 kilos, mais le gouvernement en a déclaré 22. Quand tu envoies 15 tonnes d'or hors du pays, 15 000 kilos, et que tu déclares 22 kilos, c'est-à-dire même pas 1%, bah, c'est que tu as volé la totalité de l'argent. C'est entré dans des poches privées de gens qui se sont offerts une vie dans des hôtels et dans des appartements luxueux. That's the difference. Toute la différence réside à ce niveau. Et donc, à partir de là, comment vous voulez que le Burkina Faso accepte quand on va dire « Ah, c'est une junte, vraiment la junte, la... » Non, 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 c'est des gros mots pour rien. C'est un bon dirigeant.
Ibrahim Traoré. Et la raison pour laquelle, je ne dis pas qu'il est parfait, mais si vous cherchez la perfection, citez-moi celui qui est parfait. Avec ses défauts, tu mets dans la balance avec les qualités. Non, il y a beaucoup de qualités par rapport aux défauts. Laissez tomber. Vous n'avez pas mieux. Je dis ça au Burkinabé, c'est-à-dire, il y a une bande d'idiots qu'on rencontre ça et là, que ce soit à Ouagadougou ou ici en diaspora, qui passent le temps à crier et à s'agiter comme si il y avait un meilleur dirigeant que Ibrahim Traoré. À cela, c'est-à-dire, mais vraiment, c'est-à-dire, il faut savoir réaliser la pertinence de ce qu'on a entre les mains. C'est comme ça que les mêmes idiots ont enfumé le peuple en 87 en leur expliquant que Sankara a trahi la révolution et blablabla. Et on a éliminé Sankara. Il a fallu que Sankara meure pour qu'on constate qu'on avait un bijou entre les mains et on l'a assassiné. Voilà Ibrahim Traoré qui arrive et tu as quand même encore certains Burkinabés qui te sortent des trucs mais incroyables. Genre tu te dis, ben, qui va mieux gérer le pays que Ibrahim Traoré actuellement? Vous ne voyez pas que si le djihadisme a priori ne baisse pas, ben, c'est parce que ceux qui en veulent à Ibrahim Traoré, tous ceux qui font des tentatives d'assassinat tous les 2 jours, ben, ce sont eux qui, évidemment, arment, financent, informent les djihadistes pour qu'ils puissent mener leurs incursions. Ils ont des informations satellites, les chefs. Ils ont du financement. Ils ont des, voilà, ils ont tous, ils ont des drones, ils ont de l'équipement, ils ont en fait tout ce qu'il faut pour mettre un pays mal à l'aise. Et réussir malgré tout quand même à construire des usines de transformation, à récupérer les mines de son pays, à augmenter son capital dans la gestion des concessions au niveau des ressources. Non mais attendez, c'est une prouesse monumentale. Regardez Emmanuel Macron, c'est vrai que l'échelle n'est pas la même, la France est un pays surdéveloppé, mais prenons juste l'exemple quand même, même si c'est une autre, dans un autre level. Imaginez que la France était en guerre, la France qui a déjà du mal à réaliser un excédent commercial en situation plus ou moins de paix, vous mettez Emmanuel Macron dans la même situation que le Burkina Faso. Est-ce qu'il va vous faire des excédents commerciaux là-bas? Mais c'est facile d'aller critiquer le gouvernement d'Ibrahim Traoré parce qu'on ne l'aime pas, mais on applaudit Mamadi Doumbouya et on lui envoie des invitations chaleur ampli fermées que il s'appelle, je crois, Fournissier, qui est venu donner carrément. Le ministre français de la coopération est chargé de l'attractivité de la France. C'est comme ça qu'il s'appelle. Vous savez qu'Emmanuel Macron crée des ministères un peu loufoques, ministre chargé du commerce extérieur, voilà, et de l'attractivité de la France. Ça n'a pas l'air de trop bien fonctionner, cette histoire d'attractivité de la France, en tout cas en ce qui concerne l'AES. Mais bon, comme Mamadi Doumbouya est un toutou docile, qui obéit à Paris au doigt et à l'œil, là-bas, il n'y a pas de souci. Voilà donc les causes lointaines qui font que, les causes lointaines et immédiates qui font que Ibrahim Traoré rompt les relations avec la France. On a convoqué le ministre des Affaires étrangères Karamoko Jean-Marie Traoré a convoqué monsieur Philippe Blanchin, pardon, c'est comme ça qu'il s'appelle, le ministre enfin, monsieur Blanchin qui est l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso, pour lui remonter les bretelles et pour lui dire, mais t'es cinglé, toi, vous faites quoi là-bas chez vous? Nous, ici, on ne se mêle pas de votre politique. Viens faire ce que tu as à faire, mais reste dans ton couloir. Tu es ambassadeur, tu n'es pas, je ne sais pas, tu n'es pas le directeur de conscience de l'État burkinabé, tu n'es pas le conseiller à la présidence. Tu es là pour protéger les ressortissants de l'Union européenne qui sont sur le territoire. Tu es là pour, voilà, assurer le bon déroulement des relations entre nos deux pays. Tu n'es pas là pour nous dire ce qu'on doit faire. Sinon, ça ne va pas bien se passer. Donc, ils l'ont rappelé, et dans la foulée, ils ont annoncé la rupture des relations diplomatiques, notamment au courant de la semaine, là, lors de la présentation des lettres de créance. Nous essayons donc d'établir un bilan, et vous allez comprendre une fois pour toutes avant qu'on ne passe à Israël pour finir. Ibrahim Traoré se rend compte que en France, j'en parlais à la télévision d'ailleurs, de manière sommaire, je peux vous détailler ça un peu plus longuement ici. Ibrahim Traoré a fait un bilan global. Il s'est dit, alors, quand je regarde un peu la réalité, quand je regarde un peu la réalité française, je me rends compte que en 2005, alors que j'étais encore très jeune, moi, Ibrahim Traoré, les Français ont été appelés à répondre à une question. Ils devaient se prononcer sur le référendum instituant une constitution pour l'Europe, une sorte d'intégration dans la mécanique de Maastricht.
c'est-à-dire toutes les conventions de l'Union européenne, les conventions de Schengen, les conventions de Maastricht et tout le tralala. Les Français ont refusé, ils ont voté non. Mais qu'est-ce que les autorités françaises ont fait? On leur a dit, ah non, vous avez mal voté en fait, il fallait voter oui. Et donc on a imposé la matérialisation du traité en 2007 et en 2009 à travers les deux versions du traité de Lisbonne. Sous Nicolas Sarkozy, il a imposé le oui au référendum alors que le peuple avait dit non. C'est un déni de démocratie. C'est un peu comme ce que Chirac avait fait à l'époque au maire de Bordeaux. Au maire de Bordeaux, Chirac qui avait bourré les urnes et qui avait fraudé les élections. Bref, là même c'était c'était il y a un peu longtemps. Revenons au 21e siècle. Sarkozy a volé le vote des Français en mettant oui là où le peuple avait mis non. Euh, Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. À plusieurs reprises, les parlementaires se sont prononcés contre ces réformes. Il les a fait passer en mode 49.3. Sa première ministre, Elisabeth Borne, est celle qui a le plus fait passer de 49.3 au 21e siècle, et la deuxième après Michel Rocard dans les années Mitterrand. C'était près de 30 fois le 49.3. Donc 30 fois, tes élus disent non, on ne veut pas. 30 fois. Et que je majore entre 25 et 30. Mais et à 30 reprises, Emmanuel Macron a fait rien que sous Elisabeth Borne. Hein. Si nul a continué de faire pas même sous Sébastien Lecornu, il les fait passer sous Gabriel Attal, il faisait passer sous Michel Barnier, il faisait passer sous François Bayrou, il faisait passer. Qu'est-ce qui a d'ailleurs causé la démission de tous ces ministres-là? Parce qu'à plus, le niveau d'impopularité n'était pas possible. Sous Jean Castex, il faisait y passer. Sous Édouard Philippe Soto, ses premiers ministres, il faisait passer. Et chaque fois, ses premiers ministres démissionnent. Lui, il estime que non, il ne peut pas démissionner. Lui, il est un bon président. C'est comme Paul Biya. Tout le monde est mauvais, sauf lui. Donc, le 49.3 est utilisé en France un peu comme le bonbon que votre enfant mange tous les jours. C'est devenu banal. Dès qu'Emmanuel Macron, dès qu'il veut implanter une réforme, il se fout pas mal que ça vous plaise ou non. Si ça ne vous plaît pas, tant pis, 49.3. Voilà un déni de démocratie. Vous n'avez pas entendu Ibrahim Traoré venir dire à la France que évite, arrête d'utiliser le 49.3. Vous n'avez pas entendu Ibrahim Traoré aller dire à la France que mais le traité de 2005 là, le peuple avait dit non. Pourquoi tu as obligé? Il faut revenir en arrière et annuler tout ça puisque le peuple a dit non. Il n'a pas dit ça. Vous avez, pendant la période du coronavirus, vous avez vu comment, dans cette France-là, on a demandé aux gens des choses idiotes. Tu buvais le café debout, c'était bon. Tu t'asseyais pour boire le café, on te disait, mais non, c'est interdit. C'est contagieux. Dans le Covid, quand tu te lèves, il ne se propage plus. Tu entrais dans le métro, on te disait, c'est bon, sans passe vaccinal, il n'y a pas de souci, tu peux entrer. Pourtant, le métro à Paris, mais vous imaginez, c'est l'un des métros les plus fréquentés au monde. Si vous enlevez les métros asiatiques, c'est certainement le plus fréquenté du monde occidental, puisque Paris est la ville l'une des villes les plus visitées du monde occidental. Donc, à l'intérieur, on n'avait pas besoin de passe vaccinal, mais quand tu entres dans le TGV, là où les places ne sont pas surchargées, parce que quand le nombre de sièges est atteint, ça affiche complet, tu ne peux pas réserver une place supplémentaire. Donc, on te demandait le passe vaccinal dans un train où il y a moins de passagers, mais dans un train où il y a plus de passagers et donc plus de contagion potentielle, tu pouvais y entrer sans passe vaccinal. Et regardez donc ces mesures idiotes, illogiques, stupides, infantilisantes, humiliantes et antidémocratique qu'on a implanté sur le dos des Français pendant 1 an et demi, sans oublier qu'on a enfermé tout le monde en prison chez lui pendant cette période, pour une simple grippe dont le taux de létalité, la capacité à faire mourir, le pouvoir de tuer était bien inférieur à beaucoup de maladies que nous connaissons au quotidien. C'est pas de la démocratie. On a fait venir sur les plateaux des idéologues politiques et on a demandé aux médecins de fermer leur bouche. C'est pas de la démocratie. Et ça s'est passé en France, sous nos yeux, il y a 5 ans, à peine. Ibrahim Traoré ne s'est pas levé pour dire, mais pourquoi la France applique là-bas la dictature? Voilà tant de raisons qui font que on demande à Philippe Blanchin, à Christophe Gomard, à Emmanuel Macron, que mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi toujours vouloir mettre votre bouche dans nos affaires? Taisez-vous et mêlez-vous de vos affaires chez vous, parce que vous-même, il y a énormément de choses antidémocratiques que vous pratiquez. La France est, voilà, Emmanuel Macron a perdu toutes les élections de proximité qu'il a organisées, y compris les élections européennes.
il a toujours été hostile à l'idée de nommer un premier ministre et des représentants qui reflètent la réalité des urnes. À chaque fois, il s'est maintenu. Pourtant, si tu as perdu les législatives, tu as dissous l'Assemblée, si tes premiers ministres sont déchus à chaque fois, si au niveau du Parlement, tu n'as pas la majorité absolue, au niveau du Parlement européen, tu n'as pas la majorité absolue non plus, évidemment, tu dois déguerpir. Mais qu'est-ce qu'Emmanuel Macron fait? Il se maintient et il décide quand même de nommer des premiers ministres issus de ses rangs à chaque fois. Malgré la désapprobation du peuple français, c'est un déni de démocratie, évidemment. Et actuellement, cerise sur les gâteaux, petit à petit, il y a des petites voix là en coulisses des Africains, enfin des Africains, des Français qui le soupçonnent de vouloir créer une condition pour se maintenir au pouvoir au-delà de 2027. Il y réfléchit. C'est-à-dire, il est capable de... Chaque fois qu'il y a une petite guerre, là, il veut toujours se mettre... ouais, il veut toujours s'impliquer dedans. Or, bah, pendant plusieurs années, la France a subi un décrochage militaire. Même si ça reste mieux que l'Allemagne ou que la Grande-Bretagne, par rapport à ce que la France était encore au sortir de la guerre ou courant 21e siècle, deuxième moitié, ce n'est plus très impressionnant aujourd'hui. Ce n'est que sur le tard avec l'Ukraine ou avec encore ces épisodes où Trump a commencé à menacer tout le monde, si vous l'entendez essayer de réinjecter de manière conséquente de l'argent dans les budgets. Mais des pays comme la Pologne avaient compris cela il y a bien longtemps. Même la Grèce, un pays relativement pauvre, sécurise son arsenal, s'arme considérablement. Il y a un pays d'ailleurs qu'on voit à peine venir, la Turquie, qui est en train de consolider son armée et de se performer en prévision des folies qu'une grande puissance pourrait faire. Un peu comme ce qu'on a fait en Iran, sans faire de bruit, la Turquie s'impose de plus en plus comme une référence militaire à prendre au sérieux. Au Proche-Orient, et bien, il y a personne qui viendra dans 5 ou 10 ans avec l'idée saugrenue d'aller attaquer Istanbul. Ça n'arrivera pas. Mais il va ressortir de là avec de grosses cicatrices. Il peut en être certain. Bref, pour boucler cette énumération dont vous voyez donc Monsieur Emmanuel Macron et la France avec lui ont énormément de couacs démocratiques à se reprocher à l'intérieur de leurs frontières. Ils ne sont donc pas les mieux placés pour expliquer la démocratie au Burkina Faso. Surtout que sur la question Israël que nous allons évoquer en dernière partie tout à l'heure, vous voyez bien que en Europe, il n'est pas facile de critiquer Israël, même quand on a raison dans la critique. Il faut à chaque fois dire que Israël est victime, que Israël a le droit de se défendre, même quand on voit que c'est Israël qui attaque, c'est Israël qui agresse, qui harcèle. Le vice-président américain J.D. Vance, récemment, est allé penser les Israéliens sur le fait que ils ont bombardé des hôtels, des installations où il y avait des civils, en prétextant qu'il y a le Hezbollah dedans. Or, il n'y avait pas le Hezbollah dedans. Ils ont bombardé quand même, ils ont commis des atrocités, et que ils ne sont même pas capables de se remettre en question et de réaliser que c'est le soutien américain qui les maintient en vie. Israël commet beaucoup d'exactions qui sont contraires au droit international. C'est le vice-président américain